Bonjour à vous mes hockey fans et bienvenue à ce dernier preview pour les séries 2021. Et bien entendu, on s'attaque au preview de la série finale de la Coupe Stanley qui va opposer le Lightning de Tampa Bay à nos chers Canadiens de Montréal. Alors très honnêtement, si en début de série éliminatoire, vous m'aviez dit que le Canadien allait se ramasser en finale, j'aurais fait comme... Je croyais vraiment que les Maple Leafs cette année avaient tout pour aller loin en séries éliminatoires, puis finalement, force est d'admettre que le Canadien est très surprenant. Le Canadien s'est littéralement trouvé une identité pendant les séries éliminatoires, puis ça, c'est tout à leur avantage parce que ça leur a permis de passer au travers quand même d'opposants très intéressants. Entre autres, les Golden Knights, à part peut-être au niveau de leur jeu en avantage numérique, qui était une faiblesse au début même de la série contre le Canadien. Il reste que l'équipe n'avait pas de grosses faiblesses dans le cas des Golden Knights. Là, ici, difficile, mais on affronte une équipe qui a une balance presque parfaite. C'est une organisation qui est capable de marquer beaucoup de buts. C'est une organisation qui est capable de bien jouer défensivement. C'est une organisation qui a un bon gardien de but. Donc, quand tu penses que, exemple, dans leurs défenseurs, tu as un défenseur comme Victor Hedman, qui est un défenseur intelligent défensivement, qui provoque des choses offensivement. Tu as un gars comme McDonough, tu as un gars comme Savard, tu as Sergachev, qui sont des défenseurs qui sont capables de provoquer un peu de choses offensivement, mais qu'on veut surtout au niveau défensif. Fait qu'ils ont une organisation qui est capable, honnêtement, très facilement de bien jouer défensivement, de provoquer des choses, de bien jouer défensivement, provoquer des choses offensivement, puis un gardien de but qui est capable de rattraper le tout. Fait que c'est une équipe qui est une équipe bien huilée, qui a gagné la Coupe l'année passée. Du côté du Canadien, c'est une organisation qui arrive avec pas vraiment de complexe, c'est-à-dire qu'on n'a jamais cru en eux depuis le début des séries, ça ne va pas changer tout de suite. Si on se fiait aux parieurs, là, en début de séries éliminatoires, le Canadien, leur chance de gagner la Coupe tournait aux alentours de comme 1%. Là, aujourd'hui, on est rendu à comme 40 quelques pourcents. Fait que tu sais, tu as vraiment une évolution qui est une évolution très importante au niveau des chances de pouvoir remporter la Coupe, qui a complètement changé tout dépendamment de comment est-ce qu'on a avancé au niveau des séries éliminatoires. Alors, les statistiques qu'on a ici, en fait, c'est les statistiques de saison régulière. Ensuite, on a les statistiques ici de séries éliminatoires. Ici, c'est des statistiques de séries éliminatoires, mais pour essayer de cibler un peu plus les forces et les faiblesses, là, tout dépendamment des équipes. Là. Donc, au niveau offensif, défensif et les unités spéciales. Par la suite, on a les 5 meilleurs pointeurs gardiens de but. Et là, ici, je vous ai mis les statistiques aussi, qui sont les statistiques de la dernière série que les équipes ont eues. Parce que là, on commence à être loin en séries éliminatoires. On est rendu à la dernière étape. Puis je pense que la saison régulière est de moins en moins importante. Puis les séquences des séries éliminatoires de plus en plus importantes. Puis les 6 ou 7 derniers matchs, je pense qu'ils peuvent donner un indicatif quand même assez intéressant pour savoir la suite des choses. Alors, en saison régulière, le Lightning de Tampa Bay, c'est 36 victoires, 17 défaites, 3 défaites en prolongation pour 75 points. Le Canadien, c'est 24 victoires, 21 défaites, 11 défaites en prolongation pour 59 points. C'est une organisation qui a 32 défaites. Que ce soit en prolongation ou en temps réglementaire. 32 défaites pour 24 victoires. Donc, l'avantage en saison régulière va clairement au Lightning de Tampa Bay. Le Lightning de Tampa Bay qui est une organisation qui jouait entre autres sans Kucherov. En séries éliminatoires, ben là, bien entendu, on a 18 matchs du côté du Lightning, mais on a 12 victoires de chaque bord. Fait que c'est pas de quoi que ce soit de significatif. 6 défaites, 5 défaites. Donc ça, c'est très similaire. Là, ici, ça va devenir un petit peu plus intéressant. C'est les statistiques d'équipe au niveau général qui vont nous donner une idée globale de l'avantage au niveau offensif et de l'avantage au niveau défensif. Mais comme je vous dis, le Lightning de Tampa Bay, sur papier, c'est l'équipe parfaite. Fait donc, le Lightning de Tampa Bay, une moyenne de buts marqués de 3.22. Normalement, quand tu es à une moyenne de buts marqués de 3, ton équipe a des bonnes chances de gagner. Une moyenne de buts accordés de 2.06. Normalement, quand tu tournes aux alentours de 2 pour ta moyenne de buts accordés, ton équipe a des très bonnes chances de gagner. Quand ta moyenne de buts marqués est beaucoup plus élevée que ta moyenne de buts accordés, tu as des très bonnes chances de gagner. Ensuite de ça, un avantage numérique à 37.7. C'est ridicule à quel point c'est fort comme avantage numérique. Du côté du Canadien, on a une moyenne de buts marqués de 2.53, ce qui n'est pas très élevé. La légende veut qu'en séries éliminatoires, tu donnes 3 buts à Carey Price puis tu as des chances de gagner. Fait que si le Canadien réussit à être un petit peu plus productif offensivement, ils ont toutes leurs chances. Une moyenne de buts accordés de 2.18, ce qui est quand même pas Mers et Monde avec le Lightning, mais quand même. L'avantage au niveau de la moyenne de buts comptés va au Lightning. L'avantage au niveau des buts accordés va au Lightning. L'avantage au niveau de l'avantage numérique, 37.7 versus 20.9. À 20.9, c'est pas mauvais là, pour le Canadien en termes d'avantage numérique, mais 37.7, c'est exceptionnel.
Fait que l'avantage va au Lightning de Tampa Bay, un désavantage à 83% du côté du Lightning, c'est quand même un bon désavantage. Canadien 93,5, ce qui est un excellent désavantage. Fait qu'à peu près la seule chose qui va à l'avantage du Canadien dans tout ce portrait général-là, c'est qu'ils ont joué moins de games, puis qui ont un désavantage numérique supérieur au Lightning. Pour ce qui est de tout le reste, le Lightning a l'avantage. Mais ça reste que c'est sur papier. Et ça, c'est un élément qui est très important. Jusqu'à date, depuis qu'on a commencé les séries, à un moment ou à un autre, à peu près toutes les équipes contre qui ils ont joué ont critiqué le fait qu'ils dépassent largement le cap salarial. Ça, c'est en fait des moves qu'ils ont fait, entre autres avec Kucherov qui était sur la liste des blessés à long terme. Un bout de temps, tu avais Stamkos aussi. Ils ont eu un gars comme David Savard qui ont fait une espèce de manœuvre à plusieurs équipes pour qu'ils retiennent des parties de son salaire. Donc, dans le fond, le gars, il touche pas beaucoup au niveau du cap salarial du Lightning de Tampa Bay, mais il y a une grosse valeur au niveau monétaire. Ils ont des personnes qui sont sur la liste des blessés à long terme. Bref, ils ont fait comme un paquet de moves qui fait qu'aujourd'hui, ils dépassent le cap salarial. Puis ça, c'est quelque chose qui est très critiqué. Mais à savoir, c'est ça les règles de la LNH actuellement. Fait qu'il faut qu'on vive avec. Peu importe qu'en saison régulière, il n'y aurait pas pu avoir cette équipe-là sur la glace. C'est des séries. Donc, ça compte plus, tout simplement. Du côté du Lightning, il y a quand même une grosse chute là, entre les différents paliers. Mais en même temps, je pense que c'est normal parce qu'ils ont des joueurs qui sont tellement élevés sur un point de vue des performances offensives. C'est difficile de venir chercher ces gars-là. Du côté du Canadien, honnêtement, c'est quand même très bien réparti. Tu as plusieurs joueurs qui sont à genre 8-7 points, donc ils sont quand même tu as un tas de joueurs qui sont à peu près dans le même gauge, ce qui veut donc dire que leur production vient d'à peu près toutes les lignes, pas tout à fait d'une manière égale, mais quand même à peu près similaire. C'est sûr que quand tu vois que Tyler Toffoli a 14 points, puis que tu te dis que le 6 ou le 7e, je pense, a la moitié de ses points, soit 7 points, tu vois quand même un gros gauge, mais il est moins important qu'ici, parce qu'ici, après, je pense que tu tombes à 10, puis après ça à 8, genre, si je fais pas erreur, quelque chose comme ça. Fait tu passes quand même de 27 à 10, donc 17 points de différence. Ici, il y a 7 points de différence. Fait que vous comprenez un peu la logique, c'est que la production offensive est peut-être mieux répartie du côté du Canadien, mais en même temps, on compte moins de buts. Tandis que du côté de Tampa Bay, c'est peut-être plus intense. Un point que moi, je trouve qui est un point intéressant d'un point de vue du Canadien, c'est que le Lightning de Tampa Bay ont eu des matchs à haut pointage puis ils ont eu des blanchissages. Donc ça, c'est très bon pour leurs statistiques à eux autres. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont capables d'être stables comme ça. Ils n'ont pas gagné tous leurs matchs 8-0. Il y en a un qui ont gagné 8-0. Et le 8-0 a largement contribué à ça, puis il a largement contribué à ça. Puis ça, on va le voir tantôt contre les Islanders ici. Fait que, il y a peut-être une stabilité moins intéressante du côté du Lightning. Ils sortent des fois très très fort, puis après ça, peut-être un peu moins fort. Mais ils sortent quand même bien. Ils sortent pas faibles, ok? Ils sortent quand même très bien. Alors, le meilleur pointeur depuis le début des séries est Kucherov. Kucherov, dans son cas à lui, il a été blessé dans la série contre les Islanders. Il avait manqué comme un bout de match, mais finalement, le 7e match, il était de retour. Fait que là, à savoir, est-ce qu'il joue avec une blessure importante, je ne sais pas. Mais en tout cas, le gars, théoriquement, a été blessé toute la saison. Puis là, il a quitté une rencontre à cause d'une dite blessure. Puis il est revenu le match tout de suite après. Donc ça se pourrait que Kucherov joue avec une blessure qui est encombrante. Mais ça, malheureusement, j'ai pas de source qui me confirme quoi que ce soit. Mais il y a des choses qui laissent croire que. Kucherov connaît des excellentes séries éliminatoires en 18 matchs. Il a 5 buts, 22 passes pour 27 points. Braden Point, lui, il est en forme, il est en santé, puis ça va bien pour Braden Point. En 18 matchs, 14 buts, 6 passes pour 20 points. 14 buts. 14 buts en 18 matchs. Il est pas loin d'un but par match, maudine de Braden Point. Mais honnêtement, ça va hyper bien pour lui. Notre Québécois Alex Killorn, lui, est 3e avec 18 matchs. Il a 8 buts, 9 passes pour 17 points. Steven Stamkos est quand même pas loin. 18 matchs en 7 buts, 10 passes et 17 points. Fait que tu sais, on se rend jusqu'à Victor Hedman, qui est le meilleur défenseur de l'organisation. En 18 matchs, 1 but, 15 passes pour 16 points. Jusqu'à Stamkos, on n'est pas loin d'un point par match. Même à Hedman, on n'est pas loin d'un point par match. Alors qu'ici, on est loin d'un point par match. Donc, on a une production offensive qui est très intéressante, mais qui est quand même assez concentrée sur les deux premiers trios, puis, mettons, ça, c'est le premier défenseur. Puis comme je vous dis, après, il me semble de mémoire, on tombe comme à 10, puis après ça à 8, donc on tombe avec une production assez similaire. Fait que tu as des deux premiers trios qui doivent être contenus. Et le Canadien a affronté des équipes qui ont contenu des attaques très importantes. Fait que je pense que c'est faisable. Du côté du Canadien, le meilleur pointeur, c'est Tyler Toffoli. En 17 matchs, il a 5 buts, 9 passes pour 14 points. Fait que des bonnes séries pour lui, mais Tyler Toffoli, on lui demande aussi de jouer un rôle quand même très important au niveau défensif. Ce qui est quelque chose qu'on demande peut-être moins aux grandes vedettes du Lightning de Tampa Bay. C'est que ici, à peu près tout le monde, sauf peut-être Caulfield, on leur demande de jouer un jeu important défensivement. Fait que
tu as une responsabilité défensive qui est répartie à l'ensemble de l'équipe du côté du Canadien, qui est moins présente au niveau du Lightning de Tampa Bay. Mais le Lightning de Tampa Bay a une organisation qui est capable de produire offensivement beaucoup. Alors, Tyler Toffoli est le meilleur pointeur. Ensuite, il est suivi par Nick Suzuki. En 17 matchs, il a 5 buts et de passes pour 13 points. Fait que 13 points en 17 matchs, ça va très bien pour lui. Cole Caulfield, en 15 matchs, il a 4 buts, 5 passes pour 9 points. Excellente première série éliminatoire pour ce petit jeune-là. Puis c'est un gars qui amène un côté tellement positif. Il est toujours souriant. Puis Tyler Toffoli, il disait maintenant en entrevue, je sais pas si c'était où en fait, là, mais il disait on n'a même pas encore bu notre premier café de la journée, que déjà lui il sourit comme un bon puis il saute partout. Fait que vous comprenez le genre de personnalité qu'il a, puis vous remarquez aussi quand le Canadien gagne, les gars ils vont l'agacer un peu. C'est un gars qui apporte une bonne humeur au sein de l'organisation, puis ça c'est bien, parce que c'est une équipe qui est une équipe underdog depuis le début des séries éliminatoires, donc d'avoir quelque chose comme ça de positif au sein de l'organisation, ça motive les gars. Puis ils rentrent sans complexe, ils ont beau être négligés, ils rentrent sans complexe dans les séries. Puis ça, c'est quelque chose qui est, entre autres, je dis bien juste entre autres, imputable à un gars comme Cole Caulfield, mais aussi imputable à un leadership d'un gars comme Corey Perry. En 17 matchs, il a 3 buts, 6 passes pour 9 points. C'est à mes yeux la meilleure quatrième ligne qui existe actuellement dans la LNH, celle de Armia, Perry et de Stahl. Juste performance en série, par contre. Je ne compte pas les saisons régulières. Mais c'est une quatrième ligne qui est capable de tellement bien contrôler la rondelle, qui gagne ses batailles à 1 contre 1 le long des bandes, qui est capable de jouer un style grinder, qui est capable de foncer au net. C'est une ligne qui t'apporte autant une certaine responsabilité défensive, une présence physique et en plus des opportunités. Puis il écoule du temps dans la zone offensive. Fait que, honnêtement, c'est selon moi la meilleure quatrième ligne qu'il y a actuellement dans la LNH, même meilleure que celle des Islanders de New York, à mon humble avis. Alors bref, Perry connaît des excellentes séries et en plus, il y a un aspect de leadership qui est très important. Il a encore fait un speech et là, cette fois-ci, il a fait un speech plus pour les plus jeunes. Puis il dit, moi, quand je suis arrivé dans la LNH, c'est genre deuxième ou troisième année, je me rappelle plus trop, là, j'ai gagné la Coupe Stanley. Puis je m'attendais à ce que ça revienne rapidement. Mais ça a été très long avant qu'on ait une autre chance de pouvoir gagner la Coupe Stanley. Là, il se fait 2 fois en 2 ans que je me rends en finale. Mais tu sais, prenez pas ça pour acquis. Alors aujourd'hui, c'est votre chance d'aller gagner une Coupe Stanley. Puis ça se peut que vous n'aurez plus jamais la chance de le faire. Fait qu'il faut tout donner là tout de suite. Puis ça, c'est un speech que moi, j'ai bien aimé de la part de Corey Perry. Je trouve que ça démontre vraiment son leadership d'une très belle manière. Par la suite, on a Joel Armia qui est le 5e meilleur pointeur. En 17 matchs, il a 5 buts, 3 passes pour 8 points. Après ça, les gars, ils suivent en termes de points. Donc, ils sont quand même relativement proches. Ils ne sont pas hyper éloignés. Dans le cas de Joel Armia, lui, on sait qu'au minimum, il ne va pas être là pour le premier match. Potentiellement, même pas là pour les 2 premiers matchs à Tampa Bay parce que il est sur le protocole de la COVID, mais là, si j'ai bien compris, c'est soit genre un test qui est pas normal ou quelqu'un dans sa famille qui l'a, puis le test que lui a fait a échoué ou quoi de même. En tout cas, c'est comme pas sûr que c'est lui qui l'a, mais pour l'instant, il est sur le protocole de la COVID-19, donc il ne pourra pas jouer. Dans le cas de Dominique Ducharme, il semblerait qu'on ait eu la confirmation comme quoi il ne sera pas à Tampa Bay pour les 2 matchs, mais qu'il devrait être là pour le premier match à Montréal, donc il ferait un 14 jours pour la COVID, pour le protocole de la COVID. Donc à ce moment-là, ben, ça va être Luke Richardson qui va être le coach canadien pour les 2 premiers matchs à Tampa Bay. Le Canadien va s'en aller à Tampa Bay. Ils s'en vont bien entendu dans un building qui est quand même bruyant, même si ça sonne bizarre de dire ça pour une équipe de la Floride, mais c'est un building qui est quand même bruyant, qui va avoir beaucoup de gens aussi. C'est une équipe qui est excessivement bien huilée, qui est habituée de jouer, puis ils viennent de jouer contre une équipe qui était une équipe très défensive en les Islanders. Fait ils vont pas non plus avoir de complexe face aux Canadiens qui jouent un bon jeu défensif depuis le début des séries éliminatoires, ou du moins depuis le milieu de la première ronde. Fait qu'ils n'auront pas de complexe face à l'organisation du Canadien. Je pense pas en tant que tel qu'ils vont se présenter mollement contre le Canadien. Puis je pense pas qu'ils vont être très déstabilisés par le style de jeu du Canadien. Du côté du Canadien, ben là, c'est sûr et certain que on doit vraiment faire attention au top 6 qui est hyper important et qui est très puissant du côté du Lightning. On sait qu'on est capable de contenir une très très bonne première ligne puis potentiellement même une bonne deuxième ligne. Fait qu'est-ce qu'on va être capable de maintenir ça? Parce que là, ça sera plus juste la ligne de Dano qui va devoir s'occuper de maintenir tout ça. T'sais. Fait que si on décide de répartir les forces, si exemple on a, je sais pas moi, whatever, là, mettons Kucherov qui va jouer avec Pointe puis Killorn avec Stamkos, ou en tout cas peu importe comment on pourrait arranger les lignes, si on répartit ça dans un top 6, ben c'est 2 lignes qui vont être super difficiles à maintenir, super difficiles à contrôler. Avec un défenseur exceptionnel comme Edman, mais ils ont d'autres défenseurs qui sont capables de produire offensivement aussi. Puis, on l'a vu contre les Golden Knights, les défenseurs, ils appuyaient beaucoup l'attaque, puis on a de la difficulté un peu à les contenir, les défenseurs. On est habitué de contenir les attaquants, mais moins les défenseurs. C'est quelque chose que le Canadien peut faire un step, très honnêtement. Et là, ce qu'on voit comme étant la grosse bataille entre ces 2 équipes-là, ça va être au niveau des gardiens de but.
Donc, au niveau des gardiens de but, on a Andrei Vasilevskiy qui, lui, en 18 matchs, il a une moyenne de 1,99, 936. C'est excellent. Autant moyenne, efficacité, excellent. Carey Price, en 17 matchs, il a 2,02, 934. Excellent dans son cas aussi. Les statistiques globales sont en soi comparables. Un point que moi, je vois un point comme étant peut-être plus significatif, que je vais donner à l'avantage de Carey Price, c'est au niveau de la stabilité. Parce que Vasilevskiy a eu des matchs de 800, après ça un match de 960, après ça un match de 800, quand je dis 800, là, mettons 860, après ça un match de 960, après ça il y a eu un match de 906, après ça 1000. Fait que tu sais, il y a comme des up and down quand même assez réguliers, tandis que dans le cas de Price, il y a des up and down moins intenses. Puis cette stabilité-là, non seulement son calme qu'on lui connaît, mais sa stabilité sont des choses qui rassurent l'organisation, qui rassurent les gars en avant de lui. Si la défensive du Canadien réussit à maintenir les attaques du Lightning de Tampa Bay, le Canadien est capable d'être opportuniste aussi. Par contre, dans le cas de Vasilevskiy, c'est qu'il y a des games qui se présentent et il est vraiment, vraiment solide. fait que faut souhaiter être capable de le déstabiliser. Vasilevskiy, c'est un gardien de but qui est un peu de la trempe à Carey Price, c'est-à-dire que c'est un gars qui a quand même un bon gabarit, mais qui est très athlétique. Il a une bonne technique puis il est athlétique. Fait que, tu sais, c'est pas Robin Lehner qui est gros puis qui est peut-être plus lent dans ses mouvements. C'est pas Marc-André Fleury qui parfois contrôle peut-être un peu mal ses retours puis que sa technique est pas impeccable. C'est pas ce style de gardien de but-là. Par contre, le Canadien a fait face à un Connor Hellebuyck qui était en grande forme. Donc, je pense que c'est jouable quand même pour le Canadien. Ils ont été capables d'être opportunistes contre Connor Hellebuyck. Je pense qu'ils peuvent l'être aussi contre Vasilevskiy. Pour la série qui a opposé le Lightning de Tampa Bay aux Islanders de New York, le Lightning, dans sa dernière série, ils ont joué 7 matchs. Dans ces 7 matchs-là, ils ont une moyenne de buts marqués de 2,86, une moyenne de buts encaissés de 1,57. Le Canadien, dans sa série contre Vegas, a une moyenne de buts marqués de 2,50, puis une moyenne de buts encaissés de 2,17. Fait que quand on ramène ça sur la dernière série à 2,17, 2,57, on voit que le jeu défensif est très intéressant du côté de Tampa Bay. Sauf que je crois pas que les Islanders ont été très opportunistes dans leur série. Ils l'ont été un peu, mais c'est pas une équipe qui est très offensive puis qui a été très opportuniste. En plus, il faut que tu ajoutes que je pense qu'il y avait eu 2 blanchissages. Assurément, il y en a un, mais il y a peut-être même 2 blanchissages dans sa dernière série. Ça l'aide au niveau de la moyenne de buts encaissés. En termes de moyenne de buts marqués, à 2,50, 2,86, c'est jouable. Parce que l'équipe peut avoir une game où il va faire 4 buts, puis l'autre game d'après où il va en faire juste 1 ou 2. Donc, cette instabilité-là peut bénéficier aux Canadiens. Le Canadien a plus des matchs à relativement bas pointage. Il n'y a pas eu de match de 8-0. Mais c'est quelque chose qui peut quand même jouer à l'avantage du Canadien. Un avantage numérique lors de la dernière série à 29,4. C'est moins pire que 37,7, merci. Un avantage numérique à 27,3. 29,4, 27,3, ça se challenge amplement. Le 5 contre 5, pas le 5 contre 5, mais l'unité spéciale avantage numérique ici se challenge amplement. Puis un désavantage à 94,1, c'est meilleur que ça, mais il reste que nous, notre désavantage 1000. On a joué contre une équipe qui avait beaucoup de difficultés au niveau de son avantage numérique, les Golden Knights, ça, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus, là, mais franchement, là, 94 puis on a 1000, au niveau ici des unités spéciales, on se challenge. Puis au niveau ici des buts marqués puis des buts encaissés, ce que moi je vois, c'est que le Lightning sont capables de jouer des matchs très, très poussés, beaucoup de production, très peu de production. Donc, tu sais, des matchs de beaucoup de buts, peu de buts, beaucoup de buts, peu de buts. Tandis que les Canadiens, eux autres, se sont maintenus souvent à peu de buts. Fait qu'il y a une certaine stabilité, un certain leadership que j'aime beaucoup du côté du Canadien. Puis un point que moi je vois comme étant très important du côté du Canadien, c'est que tu as des gars là-dedans qui ont une carrière complète dans la LNH puis qui n'ont toujours pas réussi à gagner une coupe. Donc, le fait que l'équipe soit réunie en arrière de son leader qui est Carey Price, qui n'a jamais gagné une coupe Stanley, ou Shea Weber, qui est leur capitaine, qui n'a jamais gagné une coupe Stanley. Le fait qu'ils ont autant de gars qui ont déjà gagné une coupe Stanley, puis qui peuvent parler des sacrifices qu'ils ont faits. Un gars comme, mettons, Tyler Toffoli, Corey Perry, Joel Edmondson. Donc, ils ont plusieurs gars au sein de l'organisation, bien entendu Jake Allen, qui ont déjà gagné des coupes Stanley Star. Donc, cette équipe-là a des joueurs qui peuvent guider les plus jeunes. Ils ont des motivations à l'interne, comme un Hall of Fame en Carey Price, qui n'a jamais gagné, comme un joueur aussi respecté que chez Weber, qui n'a jamais gagné. Alors, l'aspect motivation, je pense que l'aspect motivation va être très important du côté du Canadien. Alors que du côté du Lightning, même s'ils veulent gagner un deuxième championnat, il n'y a pas cette mentalité-là de ça se peut qu'on y touche jamais.
y ont touché l'année passée. Alors que du côté du Canadien, on peut avoir cette mentalité-là, ça se peut qu'on y touche jamais. Fait que, selon moi, je pense que le fait d'être négligé ne sera pas un problème pour le Canadien de Montréal dans la mesure où ils ont été les négligés pour toutes les séries. Je pense aussi que d'avoir des vétérans autant respectés comme Carey Price ou Shea Weber qui n'ont jamais touché à la Coupe Stanley, avec des vétérans qui, eux, ont déjà gagné la Coupe Stanley et qui savent ce que ça prend pour motiver les plus jeunes, je pense que ce groupe-là, qui me semble être uni, qui semble être bien ensemble, parce qu'encore aujourd'hui, à la pratique, il y avait du fun puis ils riaient, les gars, je pense qu'il y a un potentiel pour que cette équipe-là réussisse à passer au travers d'une puissance comme le Lightning. Le Lightning a été amené en 7 par les Islanders. Si les Islanders ont été capables de les amener en 7, le Canadien est capable de les passer. Puis le Canadien est capable de les passer. Moi, j'y vais en 6. Alors, d'après moi, le corps de leadership de l'organisation qui est peut-être plus vieux va être capable de motiver les plus jeunes à travailler tous dans le même sens. Le système de jeu du Canadien a prouvé qu'il est capable de bloquer les top 6, en tout cas des top 6 quand même, très puissants au niveau de la LNH. Il y en a qui disent « Ouais, mais on a été chanceux, il y avait des gars de blessés, il y avait des gars de suspendus. » C'est sûr, mais ça fait partie de la game aussi. Tout comme on ne sait pas, là, je veux dire, le premier match, ça se pourrait très bien que Kucherov il tombe et qu'il soit plus capable de se relever, c'est possible. Tout comme c'est possible que ça arrive à Price. C'est des éléments ça qu'on ne contrôle pas et qu'on ne sait pas vraiment. Mais je pense que le Canadien a toujours joué comme étant un underdog. Puis je pense qu'ils ont une belle unité au sein de leur groupe. Ils jouent bien le style de jeu défensif. Alors selon moi, le Canadien a des chances de sortir le Lightning de Tampa Bay. Puis j'y vais en 6 pour la Coupe Stanley à Montréal. Première fois depuis 93. Cette affaire-là sera plus bon, mais... Je vais encore aller ce qui soit plus bon. Je vais m'en prendre un autre, c'est pas un problème. Alors dites-moi au travers des commentaires, d'après vous, qui va remporter cette série-là. Est-ce que c'est une des équipes les mieux balancées de la LNH et des plus puissantes, ou est-ce que c'est le underdog depuis le début des séries? Faites-le moi savoir au travers des commentaires en combien de matchs. J'ai hâte de vous lire. Sur ça, je vous dis un très très gros merci. On n'oublie pas, si vous avez aimé la vidéo, on fait un j'aime. On la partage aussi pour qu'on soit le plus de hockey fans possible à jaser de hockey. Puis on active la petite cloche parce que je sais jamais quand je vais mettre une prochaine vidéo en ligne. Il y a d'autres éléments qui s'en viennent même après la finale de la Coupe cette année.